Allez, on va enfin aborder les facettes fondamentales, ce qui est la partie la plus profonde de votre personnalité authentique, en tout cas dans ma théorie. Et pour ce faire, je vais vous raconter la suite de ma life, mais ce sera plus court que dans la vidéo précédente. Donc il vous aura pas échappé que quand j'ai parlé de mes facettes, on repérait certaines récurrences. Et je me suis demandé s'il y avait quelque chose d'encore plus profond et authentique que les facettes de la personnalité, un peu comme des briques fondamentales qui permettraient de construire les facettes de la personnalité, et qui expliquerait ces récurrences. Donc j'ai fait ce travail, et au final, non seulement j'ai repéré des récurrences, par exemple un côté analyse des structures et des systèmes qui revient, un côté contemplation du grandiose, presque spirituel, ou encore un côté chasse au trésor. Je reviendrai dessus plus en détail vers la fin de la vidéo. Et non seulement j'ai trouvé 5 points communs qui revenaient sans arrêt, mais en plus, je n'ai rien trouvé d'autre. C'est-à-dire que ces 5 points communs arrivent à expliquer l'intégralité de mes facettes. Et il n'y a rien d'autre, c'est exhaustif. C'est toujours les 5 mêmes choses qui reviennent et qui peuvent se mélanger, se combiner de différentes manières pour donner un très grand nombre de facettes qu'on retrouve chez moi. Et il n'y a pas, dans l'autre sens, de facettes qui contiennent une partie qui ne soit pas explicable par ces 5 aspects récurrents de qui je suis. Ça m'a quand même grandement surpris que ce qui fait ma personnalité et l'unicité de qui je suis puisse se résumer à 5 facettes fondamentales. Mais c'est magnifique d'un autre côté. C'est un peu comme l'ADN est constitué de 4 lettres. Et ces facettes fondamentales sont un peu comme les lettres de l'alphabet avec lesquelles on peut écrire n'importe quoi à une infinité de textes alors qu'elles ne sont que 26. Ou les notes de musique avec lesquelles on peut composer une infinité de morceaux alors qu'elles ne sont que 12. Et bien de la même manière, nos facettes fondamentales sont très théoriques. À la fois, elles sont ce qu'il y a de plus vrai en nous, mais en même temps, elles ne sont jamais visibles à l'état pur, elles sont toujours mélangées. Elles forment toujours des ensembles, elles se combinent pour former des facettes composées pour le coup. C'est pour ça que je les appelle désormais comme ça. Donc vous aurez remarqué que dans la vidéo précédente, je ne parlais que de facettes, parce que chronologiquement, j'appelais pas encore ça des facettes composées, mais désormais, on fera le distinguo entre fondamentales et composées. Et ensuite, j'émets l'hypothèse qu'il en va de même pour vous, c'est-à-dire que si vous avez des facettes composées, qu'elles sont elles aussi composées de briques fondamentales, de facettes fondamentales. Alors pas forcément 5, je sais pas, à vérifier. D'ailleurs, je suis très curieux de voir si cette théorie fonctionne à plus large échelle. Quelles sont vos facettes fondamentales, combien vous en avez, et quelles sont-elles ? Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter quelques particularités des facettes fondamentales, ensuite je vous donnerai les miennes en exemple, puis on discutera d'à quoi elles servent, ensuite comment les réveiller ou les activer, et on conclura sur un peu d'exercice pratique. Donc chaque facette fondamentale est un aspect pur de qui vous êtes, mais elles sont toutes très différentes les unes des autres. C'est le premier point. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si vous avez encore 2 facettes fondamentales qui se ressemblent, c'est que probablement vous avez trouvé des facettes composées, que vous avez commencé à les décomposer un petit peu, mais que ce travail de décortiquage n'est pas tout à fait terminé, qu'il y a encore des choses à comprendre. Vous inquiétez pas, c'est très difficile de trouver ces facettes fondamentales, même si elles sont au final très simples. C'est normal qu'on n'y arrive pas d'un coup comme ça. Autre point, chacune de vos facettes fondamentales va être plus ou moins sociale, plus ou moins animale, plus ou moins intellectuelle. Moi, j'en ai 2 sur les 5 qui sont vraiment liées aux relations sociales et au rapport à l'autre. Une qui est purement intellectuelle, une vraiment animale et plus liée au corps que les autres. C'est-à-dire que comme on est des animaux sociaux, il est normal qu'on retrouve des aspects fondamentaux de notre personnalité liés à l'animalité, au corps, à l'agressivité, aux sentiments, à l'amour, au désir sexuel, etc. Il est normal aussi qu'on retrouve des aspects fondamentaux de qui l'on est liés à la protection, à l'instinct maternel, paternel. Mais comme on est aussi une espèce très intelligente, c'est normal qu'on ait une facette liée à l'intellect, à la compréhension, à l'analyse, à la curiosité, à la découverte. Pour beaucoup d'entre nous, ça paraît assez compréhensible qu'on ait une facette fondamentale liée à la spiritualité, quelle que soit la forme qu'elle prend au final. Et peut-être qu'il y a d'autres aspects que vous avez que j'ai pas. Mais ça m'étonnerait pas qu'on ait à peu près les mêmes bases. Ça n'empêchera pas nos facettes fondamentales d'être assez différentes. Je voulais simplement expliquer qu'elles ont un rôle socio-culturel. Et si on va plus loin dans l'explication, je pense qu'on tombera dans des
des schémas neuronaux, dans la génétique. Vous voyez, des aspects pour lesquels il n'y a plus vraiment de contrôle, il n'y a plus vraiment de choix. Et pour moi, tous les aspects sur lesquels on n'a pas la possibilité de changer, eh bien, ne méritent pas d'être abordés, en tout cas sur une chaîne d'introspection. Je ne cherche pas à expliquer pourquoi on fonctionne comme ça. Je cherche à expliquer comment on fonctionne et comment changer, comment s'en servir pour devenir plus heureux. J'ai aussi remarqué de manière assez surprenante que chacune de mes facettes fondamentales était liée à des parties du corps. Et c'est un peu toujours les mêmes parties. Ou alors à des types de mouvements, à des types de comportements. C'est très probablement quelque chose d'explicable. Par exemple, ça m'étonnerait pas que ça soit lié à différentes hormones. Hein, endorphines, ocytocine, adrénaline. On a plein d'hormones et elles ont des effets réels sur notre corps et c'est possible que ça soit lié à ça. Après, l'explication du pourquoi m'intéresse assez peu. Par contre, ça peut être un bon moyen de les reconnaître pour mieux les étudier, mieux les comprendre, mieux les identifier, mieux décortiquer les facettes composées. Et à la fin, on verra mieux travailler sur nos facettes fondamentales directement. Et enfin, dernier point clé des facettes fondamentales, elles sont le siège de nos sentiments. Et je dis vraiment de tous nos sentiments. Je pense sincèrement que nos facettes fondamentales expliquent tout ce que l'on ressent. Ce sont elles qui réagissent, et que tous les sentiments que l'on vit, qu'ils soient dits positifs ou dits négatifs, parce que bon, les sentiments sont tous bénéfiques, mais la tristesse et la colère sont soi-disant négatifs, tandis que la joie et l'amour sont soi-disant positifs. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes confronté à quelque chose qui est en contradiction avec l'une de vos facettes ou plusieurs, ces facettes vont exprimer leur mécontentement. Elles vont l'exprimer à travers des sentiments. Et quand vous êtes confronté à quelque chose qui est en phase avec vos facettes fondamentales, eh bien, elles vont s'activer. Elles vont l'exprimer à travers des sentiments aussi. Et ça va bien nous servir dans la vidéo sur le bonheur. Après, ce que vous pouvez essayer de faire avec vos facettes fondamentales, c'est de leur donner un petit nom. Tout simplement parce que c'est plus facile d'en parler et de prendre des notes quand on les a nommées, que de simplement dire ma facette qui fait ça, ma facette comme ci, ou la numéro 1, numéro 2, numéro 3. Même si dans le fond, ça reste ça. Alors moi, par exemple, j'ai choisi de leur donner des noms d'animaux, parce que ça me parlait et que je trouve que mes facettes me font penser à certains animaux, à leurs caractéristiques clichés, disons. Mais je connais quelqu'un d'autre qui attribue à ces facettes des étapes de la vie. L'enfant, le vieillard, l'amant, etc. Ou quelqu'un d'autre qui attribue à ces facettes des personnages archétypaux qui forment une sorte de mythologie, un peu comme un panthéon grec. Peu importe, trouvez la métaphore qui vous convient, ce qui vous vient spontanément, et essayez de nommer vos facettes pour vous les approprier, bien qu'elles soient déjà en vous, mais en tout cas mieux les conscientiser. Alors à titre d'exemple, je propose de vous parler de mes 5 facettes. La première, ça va être mon côté protecteur, instinct paternel, le fait de vouloir attraper, protéger, câliner, vraiment avec un esprit famille, un esprit clanique, vouloir tisser des liens sociaux forts avec les autres et qu'on puisse vraiment se faire confiance, qu'on soit solidaire. C'est aussi cette facette qui fait que j'aime prendre soin des autres, que je vais avoir envie de les renforcer, puisque ça aussi c'est une forme de protection, qui fait que je vais aimer expliquer, enseigner, mais ça va aussi m'apporter un côté protection du territoire. Vraiment le côté, si un intrus pénètre dans le territoire avec des intentions hostiles, je vais lui sauter dessus, l'agresser, quoi. Je vais défendre mes proches, défendre mon territoire, et chasser ceux qui s'en prennent à ce que je protège. C'est vraiment une facette de moi qui est très câlin, qui va vouloir jouer avec les enfants, qui va vouloir se mettre en boule sous un plaid et plus bouger, et passer des bons moments en famille, tout simplement. Et physiquement, cette facette, elle me donne une sensation de fourmillement dans le bout des doigts, comme si j'avais les avant-bras en feu. C'est très métaphorique, mais c'est un peu une sensation comme ça. Et comme si j'avais des griffes au bout des doigts, quoi. Et ça me donne envie de bondir. Je sens aussi quelque chose dans les cuisses. Dans les cuisses, les jambes, les pieds un peu. Et pour toutes ces raisons, cette facette, je l'ai appelée le tigre. Alors j'en avais déjà parlé un peu de mon tigre dans une vidéo précédente. Là, en réalité, il est un peu moins agressif, un peu moins animal que quand j'en parlais avant, puisqu'il s'agissait en réalité d'une facette combinée à partir de 2 de mes facettes fondamentales, le tigre dont je viens de parler, et le serpent. Alors le serpent, c'est un autre aspect de moi qui n'a rien à voir, et qui est vraiment lié à ma partie animale. Donc le tigre en colère qui était dans la cage, c'était vraiment
une combinaison du tigre et du serpent. Et cette facette-là est la plus liée au corps et la plus liée au cerveau reptilien, j'ai envie de dire. C'est la facette qui va me donner envie de mordre, de griffer, d'attaquer, de chercher des points faibles et de taper dedans, de repérer les failles, les faiblesses, de contourner et même d'écraser mes adversaires. Il y a vraiment un côté indomptable dans cette facette. On peut même parler de domination, de puissance, de précision. Et c'est aussi une facette de moi qui va chercher à déstabiliser l'adversaire, à ne pas l'attaquer en frontal, à vraiment chercher une manière détournée de résoudre les problèmes, quitte à faire peur à mon adversaire, à le déstabiliser psychologiquement, ou alors, quand mon serpent est plus positif, ça peut donner quelque chose de plus sensuel. Ça fait que je vais aimer, je sais pas, danser un tango avec des bougies, je vais aimer enlacer ma partenaire et la mordiller dans le cou, et donc c'est ma facette qui est liée à la sexualité aussi. Physiquement, je sens que ça active plutôt des zones comme le cou et la mâchoire, les dents, et la bouche en général. Alors cette deuxième facette, là j'arrive à en parler, mais c'est un véritable exploit parce que pendant longtemps, pendant des années, j'ai pas du tout assumé d'avoir ce côté-là. C'est un côté de moi qui me faisait peur et qui continue de m'inquiéter, que je trouve très négatif, puisque dans notre société, l'agressivité est prohibée. Mais en faisant plus ample connaissance avec ma facette serpent, j'ai appris à comprendre. J'ai compris que, en fait, il peut être très utile, très positif, et que si cette énergie est canalisée dans des choses intéressantes, eh bien, il peut être d'une grande aide. Par exemple, au travail, ça me sert à ramener le calme dans une réunion, ça me sert à trouver les bugs dans un programme, ça me sert à montrer ma détermination. Ça m'incite à toujours chercher d'autres solutions que l'attaque frontale qui est difficile. Contrairement à ma facette tigre qui, elle, me pousse à attaquer en frontal et à y aller vraiment tout en force. Donc le serpent, c'est vraiment ma facette la plus physique, charnelle et animale. Contrairement au renard, ma troisième facette, qui, elle, est ma facette intellectuelle. Et je pense que c'est la facette principale chez moi, celle qui a le plus dominé ma vie, en tout cas jusqu'à présent. Donc ma facette renard, c'est vraiment l'analyse des structures et des systèmes, la compréhension des règles structurelles de chaque chose, décortiquer, analyser, extraire les règles, simplifier, restructurer différemment. C'est vraiment une facette très intellectuelle et cérébrale. Donc évidemment, elle est liée au cerveau, aux yeux, au sommet de la tête. C'est une partie de moi qui va apporter de l'analyse dans tous les aspects de ma vie. C'est ce qui fait que j'essaye de retourner les phrases pour en faire de l'humour, pour repérer plus facilement les incohérences, ce qui nourrit aussi ma facette du serpent, ou qui m'aide à apprendre plus rapidement les nouvelles disciplines ou à bien comprendre ce que j'étudie. Bref, vous avez l'idée, mais je tiens à préciser quand même que cette facette n'utilise pas uniquement mon raisonnement logico-mathématique et séquentiel, et que c'est une partie de moi qui est aussi très intuitive. Si on reprend le truc un peu à la mode de cerveau gauche, cerveau droit, on va dire que c'est les deux, voire peut-être même plus le cerveau droit, l'intuition, que la partie logico-mathématique. C'est aussi cette facette-là qui s'active quand je me concentre très fort pour essayer de sentir la bonne réponse. Alors évidemment, scientifiquement, ça vaut ce que ça vaut, ce ne sont que des intuitions, n'empêche que c'est quand même vachement pratique pour tout un tas d'activités, notamment créatives ou artistiques. Je disais qu'autrefois j'étais créateur de jeux, je pense que c'est cette facette-là qui était vraiment la principale. Ma quatrième facette est liée au chaos, à l'inattendu, à l'exploration, à la découverte. C'est un côté de moi qui me pousse à toujours sortir des sentiers battus, à aller chercher des trésors, à aller explorer, à avoir une grande curiosité pour découvrir des nouvelles choses. Cette espèce de gourmandise insatiable qu'on retrouve beaucoup chez les enfants d'ailleurs. C'est un côté très enfantin chez moi, très ludique. Avec cette facette-là, tout est amusement, tout est cool. Plus elle est activée, plus mon vocabulaire change. Mon comportement devient plus joueur. Je fais plus d'humour. C'est un côté joyeux et foufou, mais qui a aussi son côté dark comme les autres facettes. Notamment le côté dark de cette facette, ça va être peut-être trop de folie, trop déstructuré, trop n'importe quoi. Ce qui a tendance à agacer mon renard. Ouais, c'est la guerre dans ma tête. Et c'est une facette de moi qui trouve absolument tout cool, qui n'a jamais peur ou honte de rien, donc qui a aussi besoin d'être un peu canalisé ou réprimé parfois. Physiquement, je le ressens au niveau du bassin, ça va être ce qui me fait bouger, danser, un peu sautiller, comme une sorte d'excitation ou d'impatience
qui s'exprime à travers tous les signes évidents de joie. Et pour toutes ces raisons, j'ai pas pu l'appeler autrement que l'ornithorynque, cet animal bizarre et complètement improbable auquel on s'attend pas. Et enfin, ma dernière facette est totalement différente. J'ai eu un mal fou à la comprendre. Ça m'a pris plus de 6 mois de vraiment cerner exactement cette facette-là. C'est celle que j'ai appelée le hibou. Et c'est la part de moi qui est liée à l'admiration, au grandiose, à la pureté, au majestueux. C'est la part de moi qui va aimer tout ce qui est titanesque, tout ce qui nous dépasse, ce qui va au-delà de la simple condition humaine et qui est impressionnant. Mais ça inclut aussi le vide existentiel, la tristesse, le désespoir qui sont liés aussi à cette facette. Comme les autres, elle a un côté dark. Même si globalement c'est plutôt quelque chose de blanc, lumineux, céleste, aérien. C'est une facette fondamentale qui me donne envie de lever les bras, respirer, gonfler mes poumons. Ça va me faire bâiller, souvent. C'est bizarre, mais ça va me donner des frissons qui partent de la colonne et qui remontent un peu partout. Vous savez, comme des fois, quand on écoute une musique qui est très émouvante, on a ce frisson musical. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Moi, c'est ça, hein, le hibou. C'est ma facette qui est liée aux larmes, qu'elles soient positives ou négatives, à une certaine contemplation, une dédication, voire une dévotion. Et globalement, je sais que cette facette est activée quand je ressens un flamboiement. Alors pas comme le tigre, plutôt comme si j'étais en feu mais sans brûler. C'est bizarre. C'est une énergie un peu globale. Voilà, donc au final, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ces facettes fondamentales. Et vous voyez qu'il s'agit d'aspects quand même très humains, voire même mammifères. Et je pense que vos facettes fondamentales sont assez proches de ça aussi, dans le sens où il y en a, comme je disais tout à l'heure, des plus sociales, des plus intellectuelles, des plus ou moins animales, etc. Et même si j'ai eu un mal fou à assumer le serpent ou même le hibou, ça veut pas forcément dire que j'ai du mal à les maîtriser, en fait. Je pense qu'en chacun de nous, il y a des parts positives et des parts plus sombres, et c'est très intéressant de bien les comprendre, bien les connaître, sans être dans le déni, sans les rejeter, parce que si ce sont des parties de vous, elles l'ont toujours été, elles le seront toujours, et il ne faut surtout pas les rejeter ou les ignorer ou les mettre en cage. Donc pour faire un lien avec la vidéo précédente, le dresseur qui mettait le tigre en cage, bien en fait c'était ma facette renard, donc ma facette intellectuelle, qui voulant se suradapter à la pression sociale, empêchait de s'exprimer mon côté tigre et mon côté serpent, donc tout ce qui est d'un élan vers l'autre. Donc ces deux facettes, en fusionnant, donnent le tigre en colère, on va dire, le monstre, pour ainsi dire, ce qui entretient le cercle vicieux puisque ma facette intellectuelle ensuite veut de plus en plus le contenir, alors qu'au final la solution c'était d'ouvrir la cage, d'aller étudier cette bête à l'intérieur et de voir que, dans le fond, elle avait juste besoin de s'exprimer, elle ne supportait pas d'être contenue, qu'il y avait des parties de moi qui voulaient être utilisées, qui voulaient être libres. Peut-être qu'il en va de même pour vous, qu'il y a des parties de vous qui sont un peu emprisonnées ou sous-utilisées, et qui toquent à la porte comme ça régulièrement en disant « Hey, tu m'oublies un peu là ». On voit aussi que les facettes fonctionnent très bien ensemble. Le côté intellectuel et explorateur vont très bien ensemble. Le côté câlin et sexe vont très bien ensemble. Le côté grandiose et exploration stimule énormément l'imagination. Et même le tigre et le renard peuvent tout à fait collaborer pour donner un côté pédagogue, comprendre pour le groupe, expliquer. Et au final, je suis quelqu'un qui aime explorer l'inconnu pour trouver des choses grandioses et les ramener, les partager avec le groupe, même si ça fait un peu peur ou un peu mal. Mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est de comprendre. Et bien ça, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment même. Voilà, donc je pense que les facettes fondamentales, c'est hyper important et super intéressant de bien les comprendre, de les chercher jusqu'à ce qu'on les trouve, qu'on mette le doigt dessus, qu'on arrive à les identifier, à les nommer, à les connaître, à vraiment bien conscientiser ces parties de nous, puisque pour rappel, elles sont là depuis toujours. Vous ne pouvez pas en développer des nouvelles ou en perdre. Et je répète, on ne peut pas les perdre. La meilleure chose à faire, c'est de les comprendre, de les accepter et de les aimer. Pour ensuite apprendre à s'en servir, à les maîtriser, comme si c'était des membres de votre corps et que vous appreniez à les coordonner. Un bébé maîtrise très mal ses 4 membres et puis,
Peut-être que cette même personne, une fois adulte, sera acrobate au cirque. Ben, je pense qu'il en va de même pour la connaissance de soi. Au début, c'est nébuleux, on n'y arrive pas, on tombe, on se rattrape, on se dit qu'on n'y arrivera pas, que c'est des foutaises. Et puis plus on avance, plus on connaît les facettes fondamentales de notre personnalité, et plus on a la maîtrise de soi, finalement, de qui on est vraiment. Et je pense vraiment que ce développement de la maîtrise de soi, c'est ce qui nous fait passer de gros bébés capricieux et impulsifs à des grands sages, épanouis et heureux. La connaissance des facettes fondamentales de notre personnalité, c'est vraiment la clé dont on va se servir dans les prochaines vidéos sur ma chaîne. Mais même sans ça, pour vous, c'est l'aspect de vous-même le plus fondamental, le plus axiomatique, le plus profond que vous puissiez trouver. Au-delà de ça, on tombe dans la génétique, dans le physique, dans les traumatismes, dans la formation initiale du cerveau, etc. Là, on est vraiment dans la base du caractère et le cœur de ce qui fait votre personnalité et de ce qui fait votre différence par rapport aux autres. Donc ensuite, mieux vous connaissez vos facettes, mieux vous arriverez à adapter votre métier, vos loisirs, votre lieu de vie, peut-être la famille que vous allez créer, ce que vous allez créer, etc., à qui vous êtes vraiment. En se détachant un peu du contexte social et de la pression, de la mode et de l'injonction à la réussite, qui nous pousse dans une direction qui n'est pas forcément celle qui nous convient. Et c'est là aussi que je crois que les grands génies qu'ont porté cette planète sont des personnes disruptives, dans le sens où elles ont utilisé leurs facettes plutôt que de chercher à suivre les injonctions sociales de leur époque. Ça veut pas forcément dire qu'il faut se rebeller non plus, parce que si vos facettes fondamentales sont en phase avec des activités possibles à notre époque et que vous trouvez vraiment votre truc dans cette société et qui soit en plus parfaitement aligné avec vos facettes, eh bien il n'y aura pas de contradiction. Et tant mieux, ça sera plus facile. Bref, tout ça pour dire que la compréhension des facettes fondamentales est la clé de la réussite, du bonheur et de l'épanouissement en général. Donc pour rappel, vos facettes fondamentales expliquent toutes vos facettes composées, et ce de manière exhaustive. Les facettes fondamentales sont les briques de base avec lesquelles on peut écrire toutes les facettes composées. Moi j'avais dit que j'aime aller chercher des trésors et les ramener pour les partager avec le groupe, etc. Là on voit qu'il y a le côté... On voit que c'est ma facette tigre et ornithorynque. Et je vous invite à étudier vos facettes fondamentales jusqu'à ce que vous arriviez à expliquer toutes vos facettes composées, sans avoir besoin de rien d'autre, et sans qu'il y ait un manque. Il est très intéressant aussi de noter que ces facettes fondamentales sont liées à vos sentiments. Comme je disais, tous les sentiments positifs et négatifs que vous ressentez sont liés à vos facettes fondamentales. Ce sont elles qui sont soit activées et qui le montrent, soit frustrées et qui le montrent. C'est ça les sentiments. Donc imaginez à quel point la bonne compréhension de vos facettes fondamentales peut vous aider dans la compréhension de vous-même, dans la résolution des conflits, à sortir d'un état de tristesse, à sortir de la colère, à augmenter la joie, à vivre plus épanoui, plus heureux, ou à contrario, à injecter un petit peu de colère quand il faut se rebeller et qu'on vous marche sur les pieds, que vous n'arrivez pas à dire non, que vous n'arrivez pas à dire stop, à avoir plus d'aplomb en entretien, etc. Plus vous avez une bonne maîtrise de vos facettes, plus vous arrivez à trouver le juste équilibre en toutes circonstances, sans être trop dans l'intellect, sans être trop dans l'émotionnel, sans être trop dans l'animalité spontanée, et au final d'être une personne extrêmement bien construite et stable. On peut croire que d'aller chercher les différentes parties de nous-mêmes très profondes, même celles qu'on a tendance à nier, même celles qu'on a tendance à enfermer, à ignorer, à rejeter, même celles dont on a honte ou peur, on pourrait croire que ça va nous rendre instables, que ça va brasser des choses qui vaut mieux pas brasser. Mais en réalité, c'est l'inverse. Plus vous comprenez qui vous êtes dans votre intégralité, y compris les aspects négatifs, plus vous serez stable, calme et dans la maîtrise. Puisque ces facettes fondamentales, on ne peut pas les ignorer. Si vous les enfermez, elles vont taper, gratter, hurler, jusqu'à ce que la cage explose et que vous vous mettiez à faire n'importe quoi. La seule solution, c'est de les écouter, de les comprendre, de les connaître et de les aimer. Ensuite, je tiens à préciser que cette exploration des facettes fondamentales peut être assez chronophage. C'est quelque chose que vous devriez faire en tâche de fond, un peu au quotidien, d'y repenser souvent, d'essayer de repérer vos facettes dans la vie quotidienne ou quand vous vivez des émotions justement,
d'analyser tout ça et de vous demander est-ce que ça a un lien avec une partie de moi que je connais, d'explorer progressivement qui vous êtes. Après, vous pouvez aussi activement dire ok, là je bloque 1 heure et je vais essayer d'étudier mes facettes fondamentales à partir de mes facettes composées de manière vraiment proactive, en ne faisant que ça, en étant bien concentré. Je vous cache pas que ça va demander un peu de travail. C'est une conscientisation de parties qui sont à la base subconscientes, qui sont à la fois terriblement évidentes, mais aussi dures à cerner de vous-même. Donc ça vient pas tout seul d'un claquement de doigts. Va falloir aller les chercher, et moi il m'a fallu des années pour vraiment clarifier mes facettes fondamentales. Par contre, je peux vous assurer que vraiment ça vaut le coup. C'est un véritable voyage intérieur qui est difficile mais terriblement intéressant, et qui apporte énormément par la suite. Donc je continuerai de vous donner des trucs et astuces pour vous faire gagner un maximum de temps, c'est le but de cette chaîne, mais je pourrais pas vous donner vos facettes sans qu'il y ait un minimum de travail de votre côté. Personne ne peut vous les apporter sur un plateau. Malheureusement, ça ne s'achète pas. Il faut faire le voyage intérieur par soi-même, et le plus tôt possible dans sa vie, je pense. Et ça peut complètement changer votre vie. Donc en termes d'exercice pratique, je vous invite à essayer de comprendre pour chacune de vos facettes fondamentales à quelle partie de votre corps elles sont liées, et ensuite de faire l'inverse, de vous concentrer pour activer ces parties du corps et voir ce qui émerge comme idée, ce qui émerge comme sentiment, ce qui émerge comme sensation, comme envie, c'est-à-dire d'établir une boucle dans les deux sens où l'une de vos facettes va activer certaines choses chez vous, et quand vous activez certaines choses chez vous, ça renforce cette facette, et ça, c'est une approche qui va vous permettre de mieux comprendre vos facettes fondamentales pendant la phase d'étude, mais aussi ensuite au quotidien. Vous pouvez faire l'exercice d'activer vos facettes, moi je le fais chaque matin. Je mets un timer d'1 minute et je passe 1 minute par facette à l'activer, avec l'espoir que ça me rende plus équilibré pour la journée qui vient, que je sois pleinement moi-même, au lieu de laisser comme d'habitude la facette intellectuelle prendre le dessus et être dans l'ultra-contrôle de tous mes faits et gestes. Donc déjà ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Ensuite, la manière la plus évidente de trouver vos facettes fondamentales, c'est de prendre vos facettes composées et de chercher les points communs. Donc deuxième exercice que vous pouvez faire. Et le troisième exercice, pour bien valider vos facettes, c'est d'effectuer une concentration. Ça, c'est ce que je présente dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ce voyage dans les facettes fondamentales vous a plu. La vidéo est un peu longue et j'aborde beaucoup de notions. C'est peut-être encore un peu nébuleux, mais vous inquiétez pas, mais entre les vidéos précédentes, celle-ci et toutes les suivantes, j'ai bon espoir que ça soit clair au final. Et si ça l'est toujours pas, eh bien vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai. Alors je vous souhaite à toutes et à tous un bon voyage intérieur et à très vite.